Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, Yannick Holzer du Franchise Business Club. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Idelink avec Antoine et Tony qui vont nous faire une intervention qui, j'en suis sûr, sera passionnante. Mais Vas-y. avant de vous laisser la parole, Antoine et Tony, comme on le fait à chaque fois au début de nos petites interventions, je fais juste un simple rappel sur le Franchise Business Club. Quels sont nos objectifs, quelles sont nos missions. Alors, je sais que vous commencez à connaître un peu notre réseau. Simplement pour vous rappeler, le Franchise Business Club. Attendez, tac. On voit mon écran, Antoine? Ouais, c'est bon? Ouais, là, oui, tout à fait. Attends, là, j'ai un petit souci. Tac, 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 tac. Donc, le Franchise Business Club. Donc, c'est une émanation d'un groupe national donc, d'immobilier, d'entreprise et de commerce, donc Avinim. Donc, nous proposons des solutions sur tous les projets immobiliers des différentes enseignes, que ça aille de la transaction, la vente, la location, jusqu'à la promotion immobilière, également des solutions d'énergie renouvelable. Donc, le Franchise Business Club est une émanation de ce réseau. Nous sommes donc un réseau national qui regroupe des réseaux de franchise, de commerce intégrés, de services organisés, des experts et des prestataires de services. Et avec ce réseau, nous animons 4 types d'activités. Un service qu'on appelle médias et actualités, où en fait, tous nos adhérents nous communiquent régulièrement leurs actualités, le développement d'une enseigne dans la région Occitanie, etc. Et ces informations, nous les transformons en actualités sur notre site internet, notre newsletter, nos différents réseaux sociaux. Premier pôle, médias, actualités. Second pôle, et c'en est l'illustration ce matin, nous organisons des événements, à la fois des événements physiques et digitaux, des petits déjeuners, des webinaires sur des thématiques qui fédère un peu l'ensemble de nos adhérents. Donc ce matin, je répète, on a le plaisir d'accueillir Idelin qui va faire une intervention. Donc une partie événement, une partie expertise sectorielle, où tous les 15 jours, vous disposez de dossiers d'expertise poussés en matière juridique, marketing, patrimonial, international, finance. Ce sont des dossiers qui sont ouverts à nos adhérents et là, vous retrouvez un certain nombre de thématiques assez pointues. Un dernier point, c'est ce qui concerne les services spécialisés. Donc, dès l'instant qu'une enseigne devient membre du Franchise Business Club, il bénéficie d'une présentation sur notre annuaire et en créant son espace sur notre site internet, vous avez également le plaisir, le loisir de nous disposer, par exemple, vos cahiers des charges de développement sur le territoire national. C'est-à-dire que vous pouvez nous faire remonter, eh bien, en 2026-2027, je souhaite développer mon enseigne dans telle ou telle région et charge à nous, Franchise Business Club, de vous trouver des solutions d'implantation foncière et immobilière. J'ai été volontairement rapide, Antoine et Tony, pour vous laisser rapidement la main, mais sachez que le Franchise Business Club, donc c'est un média où nous développons plein de solutions de communication et de mise en réseau entre vous tous à travers des différents événements. Antoine, Tony, je vous laisse la main. Simplement, avant de débuter le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et moi, je me permettrai de vous couper et de vous poser Ouais, les questions directement des intervenants. Je te laisse la main, Antoine? ouais, tout à fait. Hop. Bon, eh ben, bonjour à tous. Hop, que je partage mon écran. Est-ce que c'est bon, on voit mon écran? Ouais. Parfait. Eh ben, merci à tous d'être là. Bonjour je suis très content de pouvoir partager avec vous ces sujets-là. Et effectivement, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc sur le sujet du jour, quand on a des réseaux hybrides et des clients exigeants, comment on fait pour offrir une expérience unifiée sur tout un réseau? Donc pour me présenter rapidement, Antoine, moi je suis chez Idelink. Auparavant, j'ai été directeur de magasin, j'ai été directeur régional pendant une quinzaine d'années, et maintenant ça fait 4 ans que j'accompagne nos clients pour les aider dans l'amélioration de leur animation.
Alors avant, on disait animation de points de vente, mais dernièrement, on a rentré des réseaux de crèches, donc du coup, c'est malvenu de parler points de vente, mais pour dire plus large, que ce soit de restaurants, de magasins, de centres, voilà, de pas mal de choses. Et en fait, donc moi, je m'occupe de la partie déploiement et accompagnement de nos clients. Et quand on déploie les outils, finalement, on en revient souvent à la racine, qui sont les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, du coup, on finit par faire aussi pas mal de recommandations métiers et par creuser un peu tout leur process. Alors, on est dans pas mal de secteurs variés. Je vais pas faire là, c'est plus pour vous expliquer un petit peu que du coup, le sujet du jour, il parle de ces fameux réseaux un peu hybrides parce que il va y avoir plein de formes différentes, plein de secteurs différents et donc plein de problématiques différentes à adresser. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, l'idée, on va commencer directement. Comment on fait pour, avec autant d'exigences clients, pour réussir à apporter une expérience unifiée? C'est le défi du jour. Voilà. Donc, on va commencer un peu par la partie problématique. Et pour ça, on a choisi de commencer par vous parler du lien qui va unir un siège, une marque et les différentes entités, les différents points de vente et ainsi de suite. On a pris 3 exemples, il y en a plein d'autres, évidemment. Dedans, il n'y a pas l'affiliation, il n'y a pas la licence de marque, il n'y a pas le groupement d'achat. Voilà, mais on a pris un peu trois exemples qui sont la succursale, vous connaissez tous, avec vraiment on appartient à la même boîte et donc il y a un lien hiérarchique. La franchise sur lequel on va avoir des contrats de franchise. Et puis la coopérative dans lequel c'est plutôt un groupement un peu d'intérêt commun qui va travailler ensemble. Tout ça, ça amène des types de communication très différents. Alors, toutes les succursales ne sont pas directives, mais ce qu'on veut simplement dire, c'est qu'il y a quand même une idée dans la partie succursale de décisions qui sont prises au siège et qu'on va diffuser vers les points de vente et à qui on va demander expressément de mettre en œuvre. Dans la partie franchise, on va avoir quelque chose d'un peu plus contractuel, avec une partie un peu droit et devoir. Qu'est-ce que le franchiseur doit à ses franchisés? Qu'est-ce que les franchisés doivent à leurs équipes? Et dans la partie coopérative, quelque part, on a l'idée un peu de décisions qui sont prises directement par le terrain et dans lequel on va avoir des collèges de décision, dans lequel on va avoir des personnes qui vont être en responsabilité, enfin voilà, différents système de fonctionnement, mais dans lequel on va essayer de faire remonter beaucoup la stratégie du terrain. C'est le principe. Tout ça amène forcément, en termes de relations et d'accompagnement, quelque chose qui va être de l'ordre du management du côté succursale, avec vraiment des directeurs régionaux qui viennent et qui sont le patron des équipes terrain. Quelque chose de l'ordre du coaching, donc de dire tiens, comment est-ce que je peux t'aider à optimiser par mon expertise de franchiseur ton chiffre d'affaires, et comment toi tu peux m'aider à représenter la marque auprès de tous les clients. Et quelque chose qui est plus de l'ordre de l'accompagnement, donc quelque part un peu optionnel, de la part des animateurs réseau dans les coopératives, quand il y en a. Avec pour objectif final des choses relativement différentes, en tout cas dans cette relation, avec une vraie idée de duplication dans la succursale. On a trouvé une idée qui est magnifique, et puis derrière, on voudrait la déployer sur tout le terrain, et on va demander de dupliquer relativement rapidement. Dans le cadre de la franchise, d'essayer d'adapter. On a quand même des personnes qui sont les patrons de leur entité, qui ont mis de l'argent là-dedans. Donc, il faut avoir une logique d'adaptation de comment est-ce que je peux t'aider toi avec la marque, comment on peut construire un partenariat pour faire ça. Et d'inciter dans la coopérative en disant on a pas mal d'outils, on a pas mal d'idées, ça pourrait t'aider, et comment est-ce qu'on peut t'aider à inciter. Si on veut prendre un exemple un peu plus concret, on a par exemple, on est sur la fin de l'été dans une enseigne de prêt-à-porter. On a des tables avec plein de shorts parce qu'il a fait un bel été bien chaud. Et arrive la rentrée et on a plein de sacs à dos à vendre. Comment est-ce qu'on va faire cette fameuse bascule? Dans le cadre des succursales,
on envoie à tout le monde un book merch qui dit merci d'enlever les shorts, de les mettre en réserve parce que maintenant on va vendre des sacs à dos. Personne ne se pose de questions, tout le monde met les sacs à dos sur la table et c'est bon. Le manager il vient pour vérifier est-ce que tout a bien été fait, est-ce que les prix sont en place, est-ce que la marchandise est là et voilà. Dans le cadre de la franchise, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises parce que quand on passe, on s'aperçoit, tiens, tel franchisé, il dit, bah ouais, mais moi, t'es bien gentil, je suis en bord de mer, il fait 40 degrés, et j'ai encore plein de shorts, et j'ai pas envie de me les garder en réserve pour tout l'hiver, donc j'ai choisi de laisser les shorts sur la table. Bon. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord la question se pose. Et dans le cadre de la coopérative, il y a une opération qu'on vous propose. Est-ce que vous voulez la mettre en avant? Ah tiens, non, toi tu préfères mettre tes shorts, mais est-ce que tu as regardé un peu tes chiffres de l'année sur la période de rentrée? À quel moment est-ce que ça démarre? Et il va y avoir une discussion qui va se mettre en place. Donc, on a des styles d'accompagnement qui vont directement découler de ce lien juridique qu'il peut y avoir entre les différentes entités. Si on tire un peu le fil un peu plus loin, qu'est-ce que ça peut créer comme fragilité? On a des attitudes qui sont l'ordre de l'application stricte. C'est mon manager, il me demande de le faire, donc je le fais. Je sais pas, voilà, schématiquement, j'ai pas envie de me faire engueuler par mon patron. Dans le cadre de la franchise, on a des priorités qui peuvent être différentes parce que pour le réseau, la priorité c'est d'écouler les sacs à dos, mais pour lui, la priorité c'est c'est de faire le plus de chiffres. Donc voilà. Et dans le cadre de la coopérative, on peut avoir des attitudes qui sont dans le cadre de c'est une recommandation, je choisis de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, c'est optionnel et voilà. Quelles sont les conséquences à court terme? Dans le cadre de la succursale, quelque part, le danger, c'est de nier l'initiative, d'empêcher l'initiative, et donc d'avoir des points de vente qui ne sont pas très commerçants, et qui vont pas forcément être réactifs aux différents cas de figure. Est-ce que il fait 40 degrés et j'ai encore pas mal de touristes, du coup, non, j'applique stricto sensu. Côté franchise, on va pouvoir avoir des relations qui vont pourquoi pas être conflictuelles. À un moment dire non, là on vous avait demandé de mettre en place les sacs à dos. Oui, mais moi je suis en bord de mer. Oui, mais nous on a plein d'objectifs de stock. Ok, je comprends. Mais donc ces relations elles peuvent pourquoi pas s'installer. Et du côté coopératif, on peut avoir un sentiment un peu d'isolement au milieu de tout ce qui est prévu, de quelqu'un qui dit moi j'ai pas le temps actuellement, je suis occupé parce que j'ai pas mal de monde, parce que je suis en bord de mer et parce que il y a plein de clients. Du coup, je verrai plus tard les mails, je verrai plus tard la stratégie et du coup je vois pas qu'il y a des choses qui passent et après tout, comme j'en ai pas l'obligation, c'est pas la fin du monde. Si on tire encore un petit peu le fil, le risque, c'est, chez les succursales, c'est tout simplement une baisse de chiffre parce qu'on n'est pas assez commerçant. Là, pour le coup, on a des entreprises qui l'ont prouvé. Je pense à une boîte comme Retail Int qui aide à déterminer quels sont les meilleurs emplacements pour pouvoir s'implanter et qui détermine le niveau de chiffre qu'on peut faire pour un emplacement avec un nombre de mètres carrés et ainsi de suite. Ils gèrent tout un tas de paramètres. Le paramètre succursale franchise, très clairement, pour eux, ça peut aller jusqu'à 20% de chiffre en plus quand on est en franchise, parce qu'on est sur des vrais commerçants qui ont investi de l'argent et qui veulent une rentabilité, là où le but dans une succursale, il n'est pas toujours aussi clair. Dans une succursale, on va fermer la porte à 19h, même s'il y a des clients qui veulent rentrer. Dans des franchises, c'est quand même parfois un peu moins le cas. En franchise, ça on l'a déjà vu aussi chez certains de nos clients, quand on a des franchisés et parfois des multi-franchisés qui parfois prennent un peu plus de poids dans les décisions et ainsi de suite, quand ils ne sont pas d'accord, il peut y avoir des relations conflictuelles et on peut aller jusqu'au désengagement de quelqu'un qui va rejeter en bloc pas mal de choses parce qu'il est tout simplement pas d'accord et qui dit moi je veux avoir un nouveau chapitre et donc je m'oppose. Et dans le cas de coopératives où le choix, il est relativement laissé au point de vente d'appliquer ou de pas appliquer. Le problème, c'est la stratégie d'enseigne. Est-ce qu'elle va être efficiente? Si on a fait une communication sur ces fameux sacs à dos et qui sont au fond du point de vente, si on a acheté des stocks énormes et qu'on ne les met pas en avant au moment de la rentrée, tout le monde va aller acheter ses sacs à dos en supermarché et à la fin, on se retrouve avec un énorme stock. La stratégie d'enseigne, elle n'est pas efficiente et donc à la fin, les prix qu'on a proposés, au final, on va devoir les décoter, on va perdre la marge et donc c'est perdant-perdant pour tout le monde, quoi. Donc voilà un peu le type de fragilité. Et si on va encore un peu plus loin, pour le client final, puisque là on a beaucoup parlé
de ce lien entre l'enseigne et les points de vente, mais on n'a pas, voilà, pour le client à la fin, bah, on peut avoir dans la partie succursale quelque chose qui est un peu standard, dans lequel on ne s'est pas posé la question de la météo, on s'est pas posé la question, on s'est juste posé la question de, on m'a demandé de le faire. Au final, une baisse du taux de transfo parce qu'on n'a pas pris en compte les éléments, les éléments locaux. On n'a pas pris en compte le fait que début septembre, ah bah tiens, c'est la braderie de Lille, il aurait fallu mettre en place des prix. On n'a pas tenu en compte le fait que, enfin, on prend pas en compte les spécificités locales. Enfin voilà. Et donc du coup, une baisse du taux de transfo in fine. Côté franchise, on peut avoir des irritants dans l'expérience client. Si j'ai toujours dans cette même ville au bord de la mer, si j'ai le point de vente le point de vente qui est en ville, qui propose des shorts, et le point de vente qui est dans le centre commercial qui propose des sacs, bah, pour le client, au final, il arrive, il comprend pas, il va acheter son short d'un côté, il revient de l'autre côté, il dit je voudrais changer la taille, ah bah non, on l'a mis en réserve. Enfin, il a du mal à comprendre et au final, du coup, il va avoir du mal à recommander cette enseigne parce qu'il a du mal à l'identifier. Et on peut aller même, quand une identité de marque n'est pas très définie, parce que chacun fait un peu ce qu'il veut, à une absence de fidélité à la marque. Il peut y avoir éventuellement une fidélité à la boutique, mais en tout cas, si l'identité de marque n'est pas suffisamment affirmée, bah à la fin, il n'y a pas une vraie fidélité à la marque, donc il peut y avoir une baisse de la fidélité. Voilà un peu ce que ça donne. Et on peut aller bien sûr plus loin dans la complexité. On parlait, le sujet du jour, c'est les réseaux hybrides. Bah, on peut avoir des réseaux mixtes dans lesquels on a à la fois de la succursale, à la fois de la franchise, et comment on fait pour gérer le fait que, il va y avoir différentes vitesses, différents types de décisions, différents rapports de force. On a aussi du multiculturel. La plupart des réseaux, ils vont commencer par se développer à l'international par tout ce qui est limitrophe. Donc, typiquement, avoir quelques points de vente à Bruxelles pour les Français. Parfois, dans certains pays, on a au cœur du pays du multilangue. On parlait de la Belgique, pour le coup, c'est le cas, en Suisse aussi. Donc, comment on gère ces aspects dans la relation? Il y a des maturités différentes. Ça, c'est dans les clients qu'on accompagne, c'est souvent le cas. Une partie du réseau sur lequel c'est beaucoup les directeurs régionaux qui vont prendre les décisions et qui vont suivre les décisions et qui vont être vraiment partie prenante, et d'autres où on laisse vraiment la main aux directeurs de points de vente pour être les patrons, voire même on leur donne des domaines d'expertise sur lesquels ils vont animer d'autres points de vente. Donc, ça peut aussi arriver. Et bien sûr, des accompagnements variables. Typiquement, si votre point de vente il est à 10 km du siège, vous allez être beaucoup visité. Si votre point de vente il est à La Réunion, bah, normalement, vous n'allez pas avoir beaucoup de visites ou beaucoup plus espacées. Donc, comment ça se passe en termes d'accompagnement des points de vente? Voilà un peu pour résumer les différentes problématiques qu'on a dans ces réseaux qui vont être hybrides dans leur accompagnement. Donc nous, on voulait vous proposer aujourd'hui une méthode pour harmoniser toute cette expérience et pour remettre vraiment le client au centre. Puisque souvent, tout cet accompagnement, il est beaucoup tourné autour de cette fameuse relation qui est entre le siège et les points de vente, mais le client, lui, ça ne le concerne pas. Dans un réseau dans lequel on a à la fois des succursales et des franchises, le client, il ne sait pas s'il rentre chez une succursale ou chez une franchise, et il s'attend à la même expérience. Donc comment on peut faire pour harmoniser tout ça? Alors, on peut se poser la question des axes de travail de la relation client. Quels sont ces axes de travail? Et souvent, quand on pense axes de travail, on dit on va mesurer, on va mettre des indicateurs. Quels sont ces indicateurs? On va mettre le taux de transfo. Oui, un visiteur qui vient et qui combien sur le nombre de visiteurs qui vient, combien vont devenir des clients? Et puis parmi ces clients qui viennent une fois, combien vont revenir? Et puis, parmi ces clients qui vont revenir, combien vont recommander à d'autres personnes avec le Net Promoter Score, par exemple? Donc, au final, on va animer la relation client au travers de ces indicateurs. Sauf que, animer au travers des indicateurs, ok, c'est quelque chose qui permet d'être objectif, de pouvoir se classer, de pouvoir se comparer. Maintenant, c'est pas réellement des axes de travail, des indicateurs, puisque c'est des résultantes. C'est comment on en arrive à avoir un taux de transformation qui est mauvais et comment on peut faire pour mettre en place un taux de transformation qui est correct. Comment on peut booster sa fidélité. Et c'est ça, au final, qu'attendent souvent les équipes en point de vente, c'est le comment. Et comment, c'est principalement en travaillant la qualité opérationnelle
et comment se rendre compte de la qualité opérationnelle de son point de vente par rapport aux autres et comment le travailler, comment avoir des axes de travail dessus. Donc ça, c'est vraiment l'un des cœurs. Donc, au niveau et du point de vente et des équipes, on a vraiment une vraie qualité opérationnelle à mener. L'engagement des équipes aussi, c'est un vrai indicateur, même si ce sera un peu moins ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais je vous en reparlerai à la fin. Voilà un peu les sujets sur lesquels on peut avoir des axes objectifs de travail grâce à une méthodologie dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, cette méthodologie, en 5 points, mais il y a un sixième point caché dont je vous parlerai à la fin. C'est pour faire un peu de teasing pour que vous restiez jusqu'au bout. D'abord, on va démarrer par détailler cette expérience client. Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'expérience qu'on veut pour nos clients quand ils rentrent dans une de nos boutiques? Quelles sont les exigences qu'on veut mettre en place? Les exigences d'un point de vue directement du merchandising, du concept. Donc, qu'est-ce qu'on veut offrir comme expérience visuelle en arrivant dans le point de vente. D'un point de vue contact client, c'est sûr que si on rentre dans un brico-dépôt, on ne s'attend pas à la même expérience et au même type de conseil que si on rentre dans un Castorama, qui pourtant sont du même groupe. On ne va pas attendre la même expérience si on va chez Kiabi que si on va chez Tape à l'œil, par exemple. Donc voilà, quel est le niveau d'accompagnement qu'on va avoir, quel est le niveau de qualité de service, quel est le niveau au niveau des process. Typiquement, si je rentre dans un McDonald's, tout est très 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 processé. Donc qu'est-ce que ça génère chez moi? Ça veut dire qu'il y a de la rapidité. J'attends pas la même rapidité dans d'autres types de restaurants. Qu'est-ce que je vais trouver comme opération commerciale? Quelle va être la réactivité des équipes? Voilà, on a vraiment toute une palette de critères sur lesquels on va essayer d'objectiviser au final la marque, ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'on veut qu'elle représente pour le client. Donc, c'est une bonne chose de le détailler, mais bien évidemment, ça n'a aucune valeur si on n'est pas capable de définir des indicateurs cibles pour chacun de ces indicateurs, pour chacun de ces critères. Et ces indicateurs cibles, on se dit tout de suite, il faut quelque chose de mesurable, et donc on en revient à cette résultante, mais on peut aussi choisir des indicateurs qualitatifs, et c'est important de le faire. Donc, typiquement, on va se dire, dans le merchandising, est-ce que mes indicateurs, est-ce que ça a été bien dupliqué ou est-ce que ça a été bien adapté? Est-ce que je mets en place un score de conformité du merchandising? Qui va définir ce score de conformité? Au niveau accueil, est-ce que c'est les équipes qui s'évaluent? Est-ce qu'il y a une note de client mystère? Voilà, on va au final définir des indicateurs. On va même parfois mettre des incentives dessus, donc de dire tiens, si pour certaines enseignes, le conseil client, ça va donner lieu à une incentive individuelle, donc vraiment pour vraiment mettre un focus dessus. On va pour la qualité de service, est-ce qu'on va mettre en place un feedback client? Au niveau des process, est-ce que ce qu'on attend, c'est une augmentation de la productivité ou alors c'est juste une conformité? Est-ce qu'on attend une diminution du taux de retour? On va définir pour chacun des indicateurs, pour chacun des critères, des indicateurs, et donc on va pouvoir à la fin définir des cibles. Alors la plupart du temps, les cibles, c'est est-ce que tu peux être au-dessus de la moyenne France? Ça, c'est déjà une bonne chose. Ou alors parfois, on a aussi vu ça chez certains des clients, ils créent des magasins miroirs. Et donc, du coup, il faut essayer de doubler le magasin miroir. Pour certains, ils font des groupes, les gros magasins ensemble, les petits magasins ensemble. Voilà, la plupart du temps, on se compare et on essaye d'être plus haut que la moyenne ou alors de dépasser une cible. Et donc, vient le moment où on va mesurer. Et c'est là où mesurer, il faut des outils. Alors, les remontées d'indicateurs, c'est très simple. On va avoir des outils et on va mettre en place une BI ou on va envoyer des tableaux Excel ou ainsi de suite. On va remonter avec des outils. Maintenant, sur tout ce qui est qualitatif, ça va se gérer lors de visites commerciales le plus objectivement possible, mais n'empêche qu'il y a une partie vraiment d'évaluation lors des visites commerciales. Alors, sur les process, ça peut aussi être des audits métiers. Ça se voit beaucoup, des audits de qualité, des audits d'experts, d'experts ateliers, des audits dans la food, des audits en rapport avec l'hygiène. Enfin voilà, on va avoir vraiment pour le coup des audits spécialisés aussi. Parfois des organismes externes qui passent éventuellement, ça se produit beaucoup. Et de plus en plus, ce qu'on appelle des auto-checks, c'est-à-dire
pour mettre un focus, de demander aux équipes et pour les responsabiliser. On parlait de maturité de réseau, voilà, dans lequel on va commencer à demander aux équipes de s'auto-évaluer. Alors, ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a une croyance qui dit que quand les équipes elles s'auto-évaluent, elles vont avoir tendance à se mettre plutôt des meilleures notes. Au final, de ce qu'on a observé, c'est plutôt l'inverse. Les équipes, elles sont souvent. Le manager, il essaie de les motiver. Elles n'ont pas de problème à se mettre une note mauvaise. Et vraiment, on a déjà constaté que les équipes, elles sont souvent plus difficiles avec elles-mêmes. Et quand elles se mettent une bonne note, c'est qu'elles ont corrigé la chose qui n'allait pas juste avant de s'auto-évaluer. Et en vrai, est-ce que c'est pas ce qu'on attend? Est-ce que c'est pas ce qu'on attend à ce qu'ils se corrigent eux-mêmes? Et donc au final, ça va aussi. Antoine, je me Ouais, permets de t'interrompre. vas-y, On a vas-y. une question dans le chat un peu global. Ouais, Si le client fixe finalement lui-même ses indicateurs, oui. comment se passe l'accompagnement? Alors, c'est intéressant parce que la fixation justement des indicateurs cibles, c'est quelque chose qui va être idéalement individualisé. Parce que quelqu'un qui démarre de bas, c'est dommage qu'il ait le même objectif de quelqu'un qui a des indicateurs hauts. Donc tout le monde a envie d'être ambitieux et tout le monde a envie d'avoir des objectifs un peu smart. Donc effectivement, il faut que ces objectifs ils soient ambitieux. Dans le cadre des coopératives, on a déjà cette partie-là. On a déjà cette partie du qu'est-ce que tu te fixes comme objectif et comment je peux t'aider à les atteindre. Au final, ce qui est important, c'est de détecter quels sont les indicateurs sur lesquels on a un décalage. Et quelque part, le réseau, son but, c'est de dire, tu es en difficulté sur tel indicateur, et ben moi, j'ai des bonnes idées pour toi, parce que chez un tel, ils ont mis ça en place, et depuis, eh bien, ils se sont améliorés sur cet indicateur. Donc, la première des responsabilités d'un animateur régional, c'est déjà de se débrouiller pour que les équipes, elles comprennent quels sont les points de l'expérience client dans lesquels elles sont en décalage. Parce que quand on est dans son point de vente, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que, en fait, au niveau merch, on n'est pas bon. Ou qu'au niveau accueil client, on est mauvais. Et donc, il y a la première chose, c'est déjà s'en rendre compte, soit avec des tableaux d'indicateurs, soit lors d'une visite commerciale dans laquelle le gars il dit je suis désolé, mais vraiment, d'habitude, ton merch, il est OK, mais là, l'opération, elle rend rien, quoi. Elle rend rien. Je m'en étais pas rendu compte. Donc, ça, c'est une première chose. Le premier rôle, c'est alerter sur le fait que ça va pas. Et bien sûr, le deuxième rôle juste derrière, c'est de dire si tu veux, j'ai des photos de chez un tel où il a mis en place, regarde. J'ai des photos de ça où j'ai des idées sur tel process, comment tu pourrais l'améliorer. Et donc, après, c'est de venir harmoniser et de mettre en place des plans d'action avec la personne, de mettre en place une deadline. Bon, je me spoil un peu sur la suite, mais en tout cas, la responsabilité, c'est déjà de dire tu pourrais aller plus loin. Et deuxièmement, je vais t'aider à aller plus loin. Donc au final, même si les objectifs ils ont été fixés directement par le point de vente, la non-atteinte des objectifs, on a un vrai accompagnement. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ce type de groupement, c'est d'avoir un vrai accompagnement pour venir aider sur le comment. De dire ton indicateur n'est pas bon, bouge-toi et remonte-le, c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile. Donc voilà. Ok. Donc du coup, une fois qu'on a mis en place des outils de mesure de tout ça, et donc il faut choisir les bons outils pour ça, et ben ensuite on va animer. On va animer et pour animer, on a pour le coup plein de possibilités. On anime ça lors de conventions dans lesquelles on met en avant les meilleurs. Et souvent, le mieux, c'est de leur demander comment vous avez fait pour être les meilleurs, parce que c'est là où tout le monde va prendre des idées. On a des réunions régionales dans lesquelles souvent il y a souvent la matinée, c'est souvent des classements de tiens, pendant tout le premier semestre, un tel a fait ça super, un tel a fait ça super, et donc on va se classer un peu pour se rendre compte justement, se challenger un peu. Et l'après-midi, on se dit et comment on va faire pour améliorer tout ça. Et on va remonter nos manches. Bien évidemment, on anime surtout lors de visites. Alors j'ai marqué des visites orientées action parce que c'est pareil, les visites où on va passer toute la visite à faire des constats. C'est bien, mais c'est pas tout le job. Le job, c'est vraiment de se dire, on fait un constat et tu comprends les choses sur lesquelles tu dois t'améliorer et tu comprends les choses sur lesquelles tu es bon. Mais ensuite, comment on fait et là encore, on peut parler d'outils, comment on fait pour faciliter ce constat-là, mais comment on fait surtout pour derrière passer et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, comment on met en place? Et maintenant, comment toi, tu auras envie de faire? Et moi, qu'est-ce que je peux te conseiller? Et à quelle date on se donne pour faire ça? Enfin voilà, on a vraiment ce côté visite dans lequel il doit y avoir vraiment une partie constat et une partie vraiment conseil, action. Alors,
Encore une fois, là, cette partie-là, si on est dans les succursales, ça va être, bah, tiens, je te demande ça, je te demande ça, je te demande ça. Si on est dans de la coopération, on dit qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place, quelles sont tes priorités à toi, raconte un peu, c'est quoi l'énergie du point de vente. Enfin voilà, mais en tout cas, le but c'est d'orienter l'action. L'idée c'est aussi, souvent on se dit que la relation elle s'arrête là, entre l'enseigne et puis le franchisé ou le responsable ou l'adhérent. Bah oui, mais comment on fait pour faciliter aussi l'animation à ses équipes du responsable du point de vente? Comment on fait pour lui laisser quelque chose de formalisé? Comment on fait pour qu'il ait un outil dans lequel il va suivre ses plans d'action? Comment... En fait, la relation, elle ne s'arrête pas au patron du point de vente. Donc, comment on va faciliter ça? Et comment on va suivre les avancées? Comment on va rendre la personne actrice? Avoir une liste de plans d'action à mettre en place, ça donne envie à personne. Comment est-ce qu'on va faire pour que bah, ces plans d'action, moi je vois que ça fait augmenter mon score de conformité au fur et à mesure que je les mets en place, comment est-ce qu'on anime ça, et comment est-ce qu'on rend ça vivant et intéressant. Donc toute cette partie animation, là pour le coup, elle va beaucoup dépendre de la relation entre bah, le siège et les points de vente. Et puis, une fois qu'on a mis tout ça, l'idée c'est on a créé beaucoup de data. Ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose de qualitatif à la base, et à la fin, on en fait quelque chose de quantitatif. Donc, on a des axes d'analyse, un peu en entonnoir, avec bah, géographiquement, qu'est-ce que ça donne au niveau de mes pays, au niveau de mes régions, au niveau de mes points de vente, et qui est en décrochage sur quoi. Et donc là, on va pouvoir rentrer dans le qualitatif en partant du quantitatif pour aller vers le qualitatif, en disant bah, là-dessus, sur ton merchandising, il y a ça qui ne va pas, ou là-dessus, sur ton accueil client, et donc de détecter avant tout bah, les points de vente qui sont en décrochage et qui n'offrent pas l'expérience client qu'on attend. Donc, avant tout, c'est le détecter, et après, selon le style de management, bah, mettre en place les choses ou faire prendre conscience des choses. C'est des choses un peu différentes. Un axe d'analyse beaucoup process, dans lequel on se dit, bah tiens, au niveau merchandising, on est pas mal, par contre, au niveau vraiment contact client, on n'est pas bon. Et donc, on va rentrer un peu dans le détail de, ah ouais, mais est-ce que c'est à l'accueil, est-ce que c'est, je sais pas, en cabine, en caisse, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est au moment de... Et donc, là, se poser la question de, bah, comment nous, on diffuse. Et quand je dis plan d'action réseau, c'est, est-ce que, d'un point de vue formation, on insiste assez là-dessus? Est-ce qu'on doit mettre en place des formations? Est-ce que il faut qu'on fasse un rappel régulier? Est-ce qu'il faut qu'on demande aux équipes de s'auto-évaluer? Voilà, et de mettre des focus sur certains sujets sur lesquels on n'est pas bon au niveau réseau. Et là, il faut se remettre en question en tant que franchiseur, pour le coup, en tant qu'enseigne, et se dire bah, comment je peux, moi, améliorer les choses. Et bien évidemment, on a aussi des axes d'analyse transverses. Si on a des visites commerciales, des visites d'experts, et qu'on parle, par exemple, de formation dans toutes ces parties-là, comment on fait pour isoler les sujets formation, comment est-ce qu'on fait pour isoler les sujets maintenance, concept, comment on fait pour isoler les sujets sécurité, et comment on donne de la visibilité aux acteurs du réseau. Souvent, les équipes de formation, elles ont du mal à savoir, elles ont du mal à avoir des indicateurs de formation du réseau, les équipes de maintenance aussi, et ils ne vont pas aller regarder tous les détails de tous les comptes rendus. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un outil qui donne de la visibilité là-dessus et qui va animer sur des sujets transverses? Et donc, le 6e point, je vous avais dit qu'il y avait un point un peu caché, bah, c'est d'itérer. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de dire, une fois que j'ai analysé, comment je vais redétailler mon expérience client. Alors, soit au point numéro 1, en disant comment je vais redétailler mon expérience client, ou soit au point numéro 2, comment je vais redéfinir des indicateurs plus ambitieux, ou comment je vais peut-être les redécouper, comment je vais les animer différemment, les mesurer différemment. Donc, c'est vraiment de se poser la question de mettre en place des boucles itératives d'amélioration continue du réseau. Et donc, parce que souvent, on parle d'amélioration continue des équipes des points de vente, mais en fait, il faut aussi qu'il y ait une vraie remise en question de l'accompagnement, des indicateurs, des cibles, et donc de se reposer la question régulièrement. Ça demande de prendre un peu de recul et d'avoir un outil de mesure. OK? En Et donc, t'écoutant, ouais. Antoine, on comprend que ça peut pas marcher sans animateur. Alors, oui et non. Oui et Oui, et non. non? Nous, on a des clients chez qui il n'y a pas spécialement d'animateurs et donc pas beaucoup de visites, donc des points de vente très autonomes. Et au final, avec des fonctionnements comme les auto-checks, en responsabilisant les équipes et en leur faisant bien comprendre que ce retour où elles s'auto-évaluent, c'est pas pour du flicage, c'est pas pour venir pointer du doigt, c'est vraiment pour avoir une vraie remontée de ce qui marche et ce qui marche pas, et de leur dire bah si à un moment 100% des vitrines, on s'aperçoit que ça va pas, c'est peut-être que l'instruction au niveau des vitrines, il faut qu'on soit plus dans le détail, et donc on va aller chercher Mm. du feedback. Donc c'est un vrai
un vrai outil d'amélioration continue. Les réseaux, la plupart du temps, quand ils sont petits, quand on a une vingtaine de points de vente, il n'y a pas toujours d'animateurs. Quand on a 50, c'est bien d'en commencer à en mettre. Et quand on a 70, on s'en sort pas du tout sans animateur. Donc, on peut avoir des outils en tout cas de remontée, et de même qu'au départ, on fait sa mesure, enfin on fait son animation avec des Word, avec des Excel, et puis après au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il faut ajouter des photos, qu'il faut un outil de remontée, que comment on compile tout ça. Voilà, au tout début, on envoie par mail, et le DG, il lit tous les mails les uns après les autres, et il se dit, tiens, j'ai eu l'impression que au niveau merch, ça décroche un peu en ce moment. Au bout d'un moment, non, c'est comment on le mesure. Et bien sûr, sur ces décrochages, il y a un moment, il va falloir prioriser. Il va falloir se dire, j'ai tel point, tel point, tel point qui sont en décrochage, lequel je priorise et qu'est-ce que je mets en place. Et là, pour le coup, souvent, on revient au KPI en disant, je vais prioriser ceux qui me rapportent le plus d'argent ou je vais prioriser ceux sur lesquels j'ai le moins de risques. Parce que parfois, on priorise aussi par rapport au risque. On va détailler du coup les process sur ces actions qu'on a choisi de cibler. Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre plus de questions? Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre un focus? Qu'on va mettre en place des challenges, le challenge du mois de la sécurité par exemple. Est-ce qu'on va lancer des auto-checks ciblés? Chez Noroto, qui est un de nos clients, il y avait plusieurs actions qui allaient pas sur lesquelles il y avait un décalage en tout cas sur de la méthodo atelier. Il y en a certaines qu'ils ont mis dans un auto-check ciblé, ils ont gagné 5 points de conformité en un an, et il y en a d'autres sur lesquels ils n'ont pas pu les prioriser, et au final, on a gagné 0,5, 1. Donc il y a une vraie manière de cibler les choses. Est-ce qu'on met en place une stratégie régionale? Si le décrochage ne se fait que sur une région, est-ce que c'est directement le directeur régional qui va s'impliquer et qui va faire un focus lors de ces passages? Donc voilà, il y a vraiment mettre en place une vraie stratégie, et après surtout, mesurer les progrès. Et après, c'est ce que je disais, détecter les best practices, les diffuser. Ça, c'est vraiment le boulot, en tout cas de l'animation dans une enseigne, c'est de dire comment est-ce que je peux harmoniser à partir de ce que font les meilleurs. Et c'est ce qui marche le mieux. OK. Et donc, on va mettre en place ces boucles itératives qui vont prendre, selon les enseignes, plus ou moins de temps. Alors, vous allez me dire, on a parlé au tout début de l'impact de la structure juridique sur tout ça. Au final, cet impact, il n'existe pas tant que ça dans la partie mesure. Dans la partie analyse, pas vraiment non plus. Dans les indicateurs cibles, on ne voit pas trop la différence. Donc, à quel endroit est-ce que ça va jouer? Principalement dans l'animation, vous l'aurez bien compris, parce qu'on n'anime pas du tout. Moi, quand j'étais directeur régional, j'avais à la fois des succursales et à la fois des affiliés. On les anime pas du tout de la même manière, évidemment. On n'exige pas la même rapidité de réponse là-dessus. Mais ceci dit, il n'y a pas que sur la partie animation que ça change, puisque dans le détail de l'expérience client et les indicateurs, plus on va impliquer les personnes qu'on va animer par la suite, et plus elles vont être OK pour être animées. On disait tout à l'heure, ouais, mais si c'est eux qui créent leurs indicateurs, comment on fait pour les animer? C'est justement parce que c'est eux qui créent leurs indicateurs qu'on va pouvoir les animer. Un franchisé, il va être OK pour qu'on lui parle de son expérience client, il va être encore plus OK si lui-même a défini le niveau d'expérience client attendu. Et là, il va dire, ah bah oui, on m'en parle parce qu'on avait défini que c'était notre focus. Alors que si jamais on arrive et qu'on dit, ton expérience client, c'est pas bon, il dit, ouais, mais moi, ma priorité, là, c'est la marchandise. Bah ouais, mais on avait déterminé ensemble que là, on faisait un focus sur l'expérience, sur le contact client. Donc là, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu le remettes devant? Et donc, la discussion, elle va être d'autant mieux qu'on les aura impliqués sur le détail de cette expérience client. Et c'est pour ça que, généralement, quand on a des réunions avec tous les franchisés ou avec les adhérents, on va prendre du temps avec des ateliers pour déterminer ensemble qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va aller, et on va se mettre d'accord. La vision, elle bouge pas, parce que la vision, c'est la vision de l'enseigne. Par contre, la stratégie, il faut absolument impliquer, et plus on va être dans une stratégie dans laquelle les gens vont avoir la main libre sur la façon dont ils font les choses, et plus on va avoir intérêt à les impliquer dans la définition de la stratégie, parce que sinon, à animer, c'est compliqué. Et c'est là où on en arrive à pourquoi pas des situations conflictuelles. OK? Alors, j'en viens à la partie où comment nous on fait et comment est-ce qu'on accompagne. L'idée, c'est de pouvoir faciliter les audits, les visites avec un outil où on prend des photos, où on a des checklists et où on va pouvoir naviguer hyper facilement. Nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'en plus, alors on peut le faire sur l'ordi aussi, mais le faire sur le téléphone, ça permet aussi de le faire
en faisant la visite avec le franchisé. Et on dit souvent comment est-ce qu'on va faire ensemble la visite, qui est autre chose que de dire bah, on fait toute la visite et à la fin, je te tape mon compte rendu sur mon ordi dans la réserve. Ça se passe différemment parce que du coup, on a l'impression de l'avoir fait ensemble, on a pris les photos ensemble, on a déterminé pourquoi pas les plans d'action ensemble. Donc voilà, on va pouvoir en tout cas mesurer grâce à un outil qui va faciliter et donc qui va faire gagner du temps. Et donc, c'est plus de temps pour aussi de l'humain. On va pouvoir générer des rapports de visite qui vont permettre, moi, en tant qu'animateur, de pouvoir faire des comptes rendus que je vais te laisser, mais aussi surtout, toi, en tant que responsable, de pouvoir débriefer avec tes équipes sur la base de photos, de scores, de commentaires, ainsi de suite. On va pouvoir bien évidemment analyser, créer des KPI quantitatifs à partir du qualitatif. Donc ça, c'est intéressant avec nos fameux 3 axes d'analyse dont on parlait tout à l'heure. Et on va pouvoir aussi, dans la partie animée, avoir un reminder de tiens, on s'était fixé ça pour telle date, où est-ce que tu en es, est-ce que tu l'as délégué à des personnes de ton équipe, et donc avoir toute une partie plan d'action. Donc, sur toute la partie qui est nécessaire de définition de l'expérience client voulue et de définition des indicateurs cibles, là, pour le coup, c'est des ateliers qui ont lieu souvent avant. Mais c'est vrai que quand on démarre avec un client, parfois, on l'accompagne aussi là-dedans parce qu'il dit « Ah oui, mais comment on fait? Comment est-ce que je peux démarrer de zéro? Ça m'a l'air gros. » Non, on peut démarrer petit, on peut démarrer avec une petite grille et au fur et à mesure l'étoffer. Mais nous, on intervient beaucoup dans la partie comment on va mesurer, comment on va animer et comment on va analyser. Voilà. Pour vous parler un peu du reste d'Idéling, donc puisque là on a beaucoup parlé excellence opérationnelle, compte rendu de visite, auto-check, action, qui est une grosse partie de ce qu'on fait. On fait aussi de l'animation, de la communication. On parlait tout à l'heure de l'engagement collaborateur. C'est toujours intéressant de pouvoir le mesurer, savoir qui a répondu facilement au sondage, qui a attendu d'avoir de relance, à qui on a pu envoyer des vidéos, d'avoir une vraie visibilité de l'engagement collaborateur au travers de contenus qu'on leur envoie et sur lesquels on les a alertés, donc vraiment du contenu opérationnel pour le coup. Et on profite d'être sur une application pour avoir un moyen qui est adapté aux équipes terrain. Un peu la symétrie des attentions, c'est si on s'adapte à nos équipes terrain, elles vont un peu plus s'adapter à leurs clients. Toute une partie animation commerciale, on parlait d'indicateurs, c'est toujours bien pour pouvoir suivre ces indicateurs de les avoir en mobilité, surtout quand on a des multi-franchisés et ainsi de suite, ou des challenges, et puis leur rendre disponible tout simplement l'info pour pas qu'ils perdent de temps à aller chercher dans une GED sur leur ordi dans la réserve, de pouvoir poser la question à un IA sur tiens, j'ai tel est-ce que tu peux aller me chercher telle info très rapidement. C'est des choses qui se font facilement. Voilà. Et tout ça nous amène à pouvoir essayer de... nous, nos missions, c'est renforcer l'engagement des équipes terrain, donc on a pu diminuer de 60% les emails, avoir des réponses en une semaine de quasiment tout un réseau, de réduire les coûts cachés avec faire gagner du temps aux animateurs. Là, c'est avec un outil vraiment intuitif, d'accélérer les débriefs, on en parlait tout à l'heure. On a eu un compte rendu qui est directement là quand je sors de la boutique, mais également des plans d'action. Et donc, du coup, on met les équipes en action. De pouvoir, on parlait tout à l'heure, tu me demandais quand on n'a pas d'animateur. Chez La Farfouille, ils ont des animateurs, mais ils envoient des auto-checks toutes les semaines. Et derrière, c'est validé dès le premier jour. On a une vraie visibilité de la mise en place sur le réseau. Et puisqu'on parlait de réseau hybride, chez Babylou, on est déployé dans 10 pays avec des process complètement différents selon les pays et des maturités différentes. Et on a gagné 6 points de conformité en 4 mois. Ils ont une vraie visibilité globale de ce qui se passe sur les différentes caches, quoi. Ok. Combien de temps dure à peu près un cycle pour mettre en place cette méthode? Pour avoir une idée. Alors j'imagine que ça dépend aussi Ouais, entre guillemets, de ça dépend l'ancienneté, de la beaucoup. maturité, mais Alors, ça dépend de la maturité, mais ça dépend aussi des cycles commerciaux, ça dépend de pas mal de choses, des sujets qui sont abordés. C'est marrant parce que je posais la question à Vanessa de Babylou hier qui me disait, nous, on revoit notre âme une fois par an. Donc on a un rendez-vous spécial où on revoit notre âme une fois par an. Mais pour autant, il y a plein de sujets qui sont hyper importants, surtout dans la petite enfance, sur lesquels on itère en mode constat plan d'action, et donc rapidement, on va avoir l'outil pour pouvoir avoir des cycles qui vont être avec des vitesses différentes. On parlait tout à l'heure de la différence entre des succursales et des franchises. Il est évident qu'on va pouvoir avoir une réactivité plus forte dans les succursales.
parce qu'on a moins besoin de les convaincre, on a besoin de donner du sens, ainsi de suite, parfois. Par contre, on va faire des changements plus profonds en prenant le temps. Dans le prêt-à-porter, par exemple, c'est souvent des cycles de 6 mois. Parce qu'on a vraiment ce côté avec les soldes, avec Noël, voilà. Donc, la plupart du temps, c'est entre 6 mois et 1 an, un cycle complet. D'accord. Voilà. Ok. Et je vois Edouard qui est en train d'écrire une question dans le chat. Moi, j'avais encore une petite question. Ouais. Comment en fait on démarre? Comment on démarre quand on n'a jamais vraiment formalisé ses visites ou... Ah, nous, c'est marrant parce que c'est fréquent qu'on croise des personnes qui disent, bah oui, nous, notre trame de visite, elle est très ouverte. Elle est très, très ouverte. C'est le fruit de la discussion qu'on a au fur et à mesure de la visite. Et après tout, c'est intéressant, une trame ouverte parce qu'effectivement, c'est parfois le franchisé lui-même qui amène les sujets, et ainsi de suite. Par contre, le problème de quelque chose de très ouvert, c'est comment on mesure l'homogénéité d'un réseau, comment on fait remonter tout ça. On ne peut pas trop. Donc, la première chose, c'est déjà de déterminer les grands sujets. Et on peut démarrer dans les trames par des trames de type oui-non quand c'est très très processé, mais par des trames plus graduelles, de type 1, 2, 3, 4, comment ça va avec l'équipe. Enfin, mais en tout cas, de commencer par lister ces sujets. Et donc, l'idée, c'est déjà de lister les sujets prioritaires. Et après, le meilleur moyen de démarrer, bah, c'est de démarrer avec ses équipes terrain, avec ses franchisés, et dire bah, actuellement, on a un focus qui est là-dessus, comment est-ce que vous le détailleriez, qu'est-ce que vous faites vous, et de faire partir ça du terrain. Donc, idéalement, directement des responsables de boutique, mais sinon avec les directeurs régionaux. La plupart des trames, elles sont faites, quand on pose la question aux directeurs régionaux, nous, quand on arrive, il y en a un qui dit bah, moi, je fais tout ça sur Excel, ah, moi, je fais sur Word, bah, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous checkez, et ils ont chacun leur domaine de compétences. Et de créer un atelier. C'est pour ça que je disais que parfois on se retrouve vraiment dans les parties métiers. C'est pas notre métier de faire des trames de visite, mais n'empêche que c'est notre métier d'accompagner et de dire bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse un atelier, qu'on liste les sujets, qu'on commence à les détailler. Au début, on met que quelques questions, on laisse quelque chose d'assez ouvert. Et puis au fur et à mesure, les choses elles s'étoffent de par elles-mêmes et on arrive à quelque chose de vraiment, de vraiment lister une vraie exigence de l'expérience client. Bon, super. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, peut-être une dernière question, Antoine, de la Ouais. part de Edouard. Travaillez-vous avec des franchiseurs B2B et qu'est-ce que ça change? On... On travaille parfois avec des B2B2C. Donc, puisqu'il n'est pas rare qu'on ait des personnes qui vont directement travailler avec des indépendants. C'est également le cas, on a des groupements pour le coup d'achat qui vont être encore un peu différents parce qu'il n'y a pas vraiment d'animation, il n'y a pas vraiment d'exigence. Ce que ça change, au final, c'est principalement dans l'animation, encore une fois que ça change. C'est principalement dans la partie animation, dans lequel il va falloir plus inciter que. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je suis en train de réfléchir en même temps de ce que ça nous a. Dans l'expérience qu'on avait eue. Au final, ça change pas tant que ça, parce que l'expérience, à la fin, on a quand même une liste de sujets d'exigence et on a quand même une volonté de les mesurer et on doit quand même les travailler ensemble. Donc ça change pas comme ça. Le contenu est évidemment très différent, mais la façon de les mesurer et la façon d'itérer, elle est vraiment, vraiment identique. En tout cas, dans ceux qu'on a eu, c'était le cas, quoi. Ok, je vois Edouard qui réagit dans le chat. Il te remercie. Voilà. Merci Edouard et au plaisir Edouard pour en discuter si tu as des cas particuliers, ça nous intéresse toujours. Vous l'aurez compris, on se nourrit beaucoup du terrain. Donc voilà. Et oui, effectivement, ça reste de l'animation, de l'humain. Et là, pour le coup, j'insiste un peu là-dessus parce que le fait de mettre un outil, des fois, on se dit on va perdre un petit peu de cette relation et ainsi de suite. Bah, nous, on essaie plutôt de faire tout l'inverse, de dire comment est-ce qu'on va faire gagner du temps sur la visite, la rédaction de compte-rendu et surtout le temps entre le moment où on a fait le compte-rendu et le moment où la personne le reçoit pour justement avoir plus de temps pour l'humain, pour avoir un débrief plus rapide des équipes parce que les équipes d'un franchisé, quand l'animateur il sort du point de vente, direct elles vont voir le franchisé en disant alors il a pensé quoi?
alors qu'est-ce qu'il a pensé? Et en fait, le franchisé, il va dire, il a bien aimé ça, mais il a pas trop aimé ça. Enfin, il va dire ce qu'il a reçu, ce qu'il a retenu. S'il a le rapport, il va dire, bah, attends, on se fait le débrief et je te montre. Et comme ça, et tout de suite, on va plus vers l'action. Et donc, c'est au final, parfois, être bien outillé, c'est laisser plus de place à l'humain. Parce que il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui disent je vais gagner 2 heures par jour, c'est cool, je vais rentrer chez moi plus de 2 heures plus tôt. Non, la plupart du temps, c'est du coup, je vais travailler plus en profondeur et je vais pouvoir accompagner plus en avant mes équipes. Voilà. Ok, En tout cas, pour bon. les bons directeurs régionaux. Bon, très bien. Merci Edouard pour les questions. S'il y a plus de remarques ou de questions, ben, je vais clôturer le webinaire. Je vous remercie chaleureusement. Tony qui n'est pas intervenu, mais également toi, Antoine, pour les brillantes explications. Et j'avoue que moi-même, j'ai appris un certain nombre de choses. C'était très clair, très précis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tony, si tu veux dire un mot ou... Non, non, merci, merci à tous et merci Antoine pour l'expertise Merci à toi pour ton soutien, Tony. Je, je, morale. je, je vois Edouard qui réagit encore un petit peu dans le chat. Ben, il nous remercie. Bon, bah, tout va bien, les amis. Merci à toi, Merci, Edouard. merci Edouard. Bon, à mon tour de vous remercier chaleureusement, Antoine, Tony, Idelink, bien évidemment, pour Également. l'animation de ce webinaire. À toutes et tous qui êtes en visio, vous pouvez retrouver le replay sur notre site dans les heures qui suivent. Et puis, bah, moi, je vous invite à suivre l'actualité du Franchise Business Club en consultant les prochains rendez-vous. Et ce n'est pas impossible que dès l'année prochaine, on fasse un événement en physique avec Idelink. Mais on vous garde un petit peu la surprise. Voilà. Très bonne journée à toutes et tous. À bientôt. Merci à Merci, tous. au Au revoir. revoir.